l'outre-mer américain, celui qui se caractérise par une colonisation qui a commencé en 1635. En fait, on est passé d'une époque précolombienne à une époque, je dirais, coloniale, première colonisation, coloniale d'exploitation, où les terres d'outre-mer étaient perçues comme des terres, je dirais, c'est pas une colonie de peuplement, c'est une colonie d'exploitation, donc c'est des terres qu'on exploite et qu'ensuite on tire une richesse qu'on rapatrie vers une métropole. Ensuite, on a eu une deuxième phase, je parle en termes économiques, une deuxième phase qui est la départementalisation, qui a été la construction d'un autre modèle économique qui n'a rien à voir avec l'économie, mais qui a tout à voir avec le rattrapage social, ou ce que j'appelle le sanglot de l'homme blanc, la culpabilité peut-être de l'Occident qui se rend compte que les terres qui sont françaises, qu'on exploite depuis peut-être 250 ans, et que quand même il y a des conditions de vie qui sont particulières. Et on rattrape parce qu'on dit il faut que ces gens qui sont français ont le même droit que les Français. Donc on est dans une opération, on a créé un système de développement qui se fonde sur le transfert, qui a eu beaucoup d'effets positifs, qui a eu beaucoup d'effets positifs en termes d'infrastructure, en termes de développement économique, en termes de niveau social. Cette période de 70 ans est en train de s'achever. Et là, il faut qu'on rentre dans une autre mutation, c'est concerne l'outre-mer, c'est celle, je vais appeler, de la création de richesses à forte valeur ajoutée. Et cette mutation que nous sommes en train de vivre, nous avons connu un développement économique qui s'est caractérisé par, je dirais, une optimisation du coût du travail. Donc on avait matières premières avec un coût très faible. On fait une production et on la vend à la métropole de la manière avec une matière première la plus possible, produit de base, mais on optimise le coût par rapport à un coût d'intrant qui est relativement faible en ce qui concerne le coût du travail surtout. Et on a fonctionné comme ça jusqu'en 1947. Le coût du travail en Outre-mer est très bas en 1947, il est même concurrentiel par rapport au coût du travail de Cuba à l'époque. Et puis après, on a un développement économique qui se fonde sur le transfert public parce qu'on fait du rattrapage social, essentiellement. On fait tellement du rattrapage social qu'on ne va pas changer la nature de la production de ce territoire. On va rester dans des productions à faible valeur ajoutée. Et comme on se rend compte qu'on n'est plus concurrentiel, qu'est-ce qu'on fait? On met en place une stratégie de subvention. La subvention qui est censée compenser le coût que l'on impose, je dirais, au niveau de l'infrastructure économique. Mais au lieu de dire on va imposer un coût, on va faire un transfert de compétences, un transfert de connaissances de manière à augmenter la valeur ajoutée des produits, on règle le problème en travaillant que sur une problématique sociale, on ne se préoccupe pas de développement, on compense. Et aujourd'hui, comme l'État français ne peut plus continuer de compenser et qu'on a une vraie problématique budgétaire qui se pose au niveau de l'État français, au niveau de l'Europe, on se pose la question maintenant de comment on fait du développement, comment on va structurer ce développement et comment on va faire une évolution de notre production vers des produits à haute valeur ajoutée qui sont plus en adéquation avec nos coûts réels. Et c'est cette grande mutation de l'outre-mer que nous sommes en train de vivre. Ce qu'il faudrait, et les problématiques sont lourdes, c'est comment on gère, je dirais, le développement du territoire d'abord, comment on gère le développement ensuite de la France, ou le positionnement de la France, cette espèce de grandes problématiques, un grand concert mondial, avec des problématiques qui sont lourdes maintenant, qui sont du niveau de l'écologie. Alors on va parler externalités négatives de l'économie. Et toutes ces questions, pour l'instant, on ne les aborde pas. On fait comme si le problème ne se poserait pas. Le problème est en train de se poser, que ce soit sur la filière nucléaire, que ce soit sur la filière agricole. On a de vraies problématiques sur le modèle ou sur la structure de ce modèle. Combien de temps il peut encore perdurer, je ne sais pas. Ou combien de temps notre terre peut supporter ce qu'on fait, je ne sais pas. Mais il y a urgence à repenser le sens et le rôle de l'économie par rapport à la société. Si on continue comme ça, je pense que dans 100 ans, on aura un vrai problème. Pour moi, Alain Plaisir, quand il fait ses analyses, il fait un copier-coller. Donc il est sur une approche protectionniste. Je pense qu'il a été beaucoup influencé par Friedrich Schultz. Intéressant, mais c'est à l'époque de l'Allemagne, du 19e siècle.
Et la conquête du marché intérieur pour un territoire aussi petit, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire d'économie d'échelle. Sauf à faire une régression qui soit une régression de niveau de vie qu'aucun Guadeloupéen n'accepterait. Donc voilà. Maintenant, si l'analyse à l'implaisir consistait à reprendre les thèses protectionnistes de Friedrich List et de les appliquer à l'Europe, et de voir comment ce territoire se positionne dans l'Europe, là c'est autre chose. Mais ces thèses, ils devraient l'appliquer à l'Europe. Sur le rapport Lurel, alors, j'ai pas vu vraiment ce qu'on appelle un projet de territoire. C'est-à-dire, oui, on va arriver là, oui, on doit arriver là, oui, on doit rattraper le niveau de vie, mais comment on le fait? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on maximalise les transferts? On augmente encore les transferts? Moi, je ne suis pas dans cette approche. Je pense que l'intérêt de ce territoire, c'est de construire sa vision de développement par rapport à sa singularité propre et comment il se positionne dans le concert de la mondialisation. Moi, ce que je crois comme approche, c'est que nous devons travailler sur l'attractivité du territoire. Et je suis très intéressé par les approches de l'économie, en fait, ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Moi, je crois que notre devenir est de vouloir construire dans ce territoire une véritable cité, un peu comme Singapour a fait. Singapour a construit une cité et cette cité irrigue et capte les richesses de son entourage. Et Singapour se positionne dans un concert de mondialisation. Donc c'est quoi? C'est technologie, compétences, effort de production à valeur ajoutée, effort de service à très haute valeur ajoutée, bourse, mais Singapour se place, et surtout un port extraordinaire, Singapour se place dans une économie mondiale. Comment nous on peut se placer dans une économie mondiale et comment on peut rendre ce territoire attractif en développant des services à haute valeur ajoutée, probablement touristiques, probablement résidentiels, ce qu'on appelle l'économie résidentielle, faire que les gens aient envie de venir vivre ici, et ensuite comment on gère les problématiques qui sont liées à l'énergie, à cette consommation d'énergie, à ce potentiel, je dirais, géographique et écologique que nous avons, sans tomber dans ce qu'on appelle le rousseauisme, parce que je ne suis pas du tout rousseauiste. Je veux dire par là, je dis qu'il faut poser notre environnement parce que c'est un facteur d'attractivité. Donc on a intérêt à faire des stations d'épuration pour ne pas polluer les autorités littorales parce que c'est là que les gens se baignent. Notre décharge, on a intérêt à la faire de la manière la plus optimale possible, de manière à éliminer ce que j'appelle les externalités négatives. Notre parc national, on a intérêt à pouvoir le visiter, mais en développant un tel civisme qu'on ne s'amuse pas à mettre des sachets ou des bouteilles, comme je vois parfois, comme guide de randonnée. Donc c'est ce travail qu'il faut faire, qui est un travail de mise en valeur du territoire et qui consiste à limiter ce que j'appelle les externalités, les déchets produits par l'activité économique. Le développement autarcique, j'y crois pas. Le développement qui s'appuie sur des facteurs endogènes, oui, j'y crois. Mais je vais être très simple. Si on me dit qu'on fait du chocolat en Guadeloupe et qu'on va essayer de le faire à un coût de revient qui est inférieur à celui de Nestlé, je dis soit on est fou, soit on a fumé. Et une bonne dose. Si on me dit par contre on va dans une stratégie de niche où notre chocolat, on va faire un chocolat complet qui va conserver le beurre de cacao dans le chocolat et on va faire une stratégie de haut de gamme, je dis là on commence à parler sérieusement. Et là, on a un potentiel de développement qui est exponentiel. Petit territoire, haute valeur ajoutée. Petit territoire, stratégie artisanale. Petit territoire, stratégie de production avec des séries courtes, hautement différenciées. Donc là, on a un potentiel. Chocolat, vanille, café, haut de gamme. Et le monde aujourd'hui attend du haut de gamme. Le monde, parce qu'on a connu en termes de développement économique une stratégie qu'on appelle la stratégie de massification. Maintenant, le monde, comme il est de plus en plus victime de cette stratégie de massification, attend la différenciation du produit. Donc nous avons un potentiel en différenciation en termes de produits touristiques, en termes de production agricole, en termes de production culinaire, en termes de production artisanale, en termes de production d'ébénisterie locale, en termes de production architecturale. On a tout ce potentiel, ce que j'appelle la stratégie de différenciation et de niche. Et ceci se construit sur une culture de la valeur ajoutée. C'est par là qu'on va produire des choses qui vont nous permettre d'avoir un niveau de richesse et voilà. Mais croire qu'on va s'amuser à faire un développement, on va produire une tomate locale à un coût inférieur à ce qu'on a à Saint-Domingue, c'est de la folie pure. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire une tomate propre,
sans produits phytosanitaires. Donc on rentre dans ce qu'on appelle les productions à haute valeur ajoutée et le valoriser comme tel, le différencier, le marketer comme tel. Et là, la clientèle, elle n'est pas seulement d'ici, elle est le monde. Ce que je demande, c'est qu'on fasse un plan Marshall pour l'aménagement de ce territoire pour le rendre attractif avec une vision très ciblée. Tourisme moyen haut de gamme, différencier produit. Effort sur la production d'agro-transformation de niche. Effort sur la production, ce que j'appelle l'intelligence. C'est-à-dire notre université, c'est un foyer d'intelligence. Pas pour faire de la physique nucléaire, on ne sera pas concurrentiel par rapport à toute sa clé. Par contre, toutes les stratégies de Nice, sociologie, biologie tropicale, tout ce qui concerne la tropicalisation, pharmacopée tropicale, on a énormément de choses à développer. Alors nous, on a un avantage par rapport à la métropole, c'est que si on rentre dans une stratégie de plan Marshall, d'investissement sur l'infrastructure, il nous faut, mettons, entre 5 et 8 milliards d'investissements dans notre infrastructure pour qu'on soit un territoire véritablement en normes européennes et un véritable territoire attractif. Donc ça veut dire adduction d'eau, gestion, traitement des eaux usées, électricité, câblage du territoire en fibre et route. Bien sûr, optimisation portuaire encore. Mais quand on arrive à tout ça, vous savez, comme c'est de l'infrastructure qui est au niveau du territoire, c'est le genre de truc qui, en termes de PIB, multiplicateur, c'est le coefficient multiplicateur, il est exponentiel. Je crois que pour qu'on puisse avoir une véritable analyse efficace au niveau du marché du travail, il faut la coupler avec une véritable vision de développement. Donc je ne peux pas traiter le problème de la France parce qu'il est même complexe. Mais pour le problème de la Guadeloupe, je crois que ce qu'il faut qu'on arrive au niveau du marché du travail, c'est qu'on arrive à dédramatiser la problématique de la perte de l'emploi. Et elle pourra dédramatiser si l'individu qui est dans son travail a un effort qui est fait perpétuel à son adaptation, à son adaptabilité ou à son employabilité. Donc il faut qu'on soit dans un processus de formation relativement constant, avec un marché du travail qui crée de la richesse, qui crée le développement. Du moment qu'on arrive à créer un marché du travail qui crée de la richesse et du développement, du moment qu'on arrive à mettre en adéquation les formations ou les processus de formation avec le besoin du marché, vous allez voir que l'angoisse du chômage sera beaucoup moins grande. Et ce qu'il faut arriver, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire un code du travail qui ne soit pas un code bunker. Plus de flexibilisation du code du travail, des contrats de travail. Par contre, arriver à créer une plus grande sécurité en ce qui concerne l'efficacité pour retrouver un travail. Donc la sécurité ne se construit pas au niveau du contrat de travail qu'on va avoir un système juridique tellement ossifié, tellement fossilisé qu'on ne peut pas faire bouger. Il faut arriver à créer ce qu'on appelle une sécurité collective. Je parle là que les techniques pour retrouver du travail, les aides pour retrouver du travail doivent être plus performantes et surtout, on doit se débrouiller pour arriver à créer ce qu'on appelle de la richesse.